Madame, Monsieur, bonjour. La colère s'installe. Le mouvement de contestation et de revendication des Gilets jaunes boucle sa deuxième semaine. Qu'en pense Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine? Quelle politique en faveur de la transition écologique dans la région? Quelle politique de transport? Alain Rousset est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Alain Rousset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons revenir sur l'actualité de la semaine, bien évidemment, mais tout d'abord un point sur la fusion des trois régions qui sont devenues la Nouvelle-Aquitaine. C'était il y a 3 ans. Quel est le bilan aujourd'hui? Alors, d'abord, c'est un événement exceptionnel. Jamais en France, dans l'histoire de France, on a fusionné des régions pour reformuler un découpage territorial. Découpage territorial qui, pour nous, correspond d'une certaine manière à l'histoire de l'Aquitaine. Puisque le royaume d'Aliénor d'Aquitaine, c'était, même un peu plus grand, ce que nous avons aujourd'hui. Premièrement, on a harmonisé et simplifié les dispositifs. Il y avait en gros 700 dispositifs d'accompagnement des entreprises, des demandeurs d'emploi, des communes, des regroupements de communes. On en a 350 aujourd'hui. Et on va continuer cette simplification de telle sorte que l'action de la région soit visible. Je rappelle que l'action de la région, ce n'est pas tous les domaines. C'est le développement économique, l'action économique, l'accompagnement des entreprises, la formation des demandeurs d'emploi, les lycées, construction, équipement des lycées, stratégie aussi un peu pédagogique, il faut que l'on rentre là-dedans, la mobilité au niveau des trains, bien sûr, et puis des actions qui font que, par exemple, en matière d'aménagement du territoire, on va accompagner la renaissance des petits bourgs, du cœur de ville des petits bourgs, on va accompagner les équipements touristiques ou culturels. Cette fusion, l'objectif, c'était évidemment de faire des économies d'échelle pour être plus efficace. Non, cette fusion, elle était d'abord donner une plus grande puissance à la décentralisation et à la régionalisation. Vous savez que la France a un retard terrible en Europe, terrible. Les pays qui réussissent sont des pays décentralisés. Ça nous ramène d'ailleurs au débat d'aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Est-ce qu'on veut une France qui est pilotée de Paris ou une France qui est plus proche des citoyens? Donc, meilleure puissance. On n'a pas changé de budget, voire même on va le diminuer puisqu'on nous retire la compétence apprentissage, ce qui est à mon avis une erreur terrible. Dans un premier temps, lorsque plusieurs entreprises fusionnent, vous n'avez pas des économies parce qu'il faut structurer cela. Aujourd'hui, on va commencer à baisser nos budgets de fonctionnement. 3 ans après, c'est la prochaine étape. Il aura fallu ces 3 années pour se mettre en marche. Oui, mais en même temps, je ne suis pas de ceux qui considèrent la dépense publique comme inutile. Cette dépense publique, il vaut mieux l'organiser. Mais elle n'est pas inutile. Regardez ce dont nous avons besoin en matière d'infrastructure. Parlons des 3 milliards qu'il faudrait investir dans les 10 ans qui viennent pour nos infrastructures ferroviaires. Autant pour nos infrastructures routières. Ce qu'il faudrait faire pour la recherche. Ce qu'il faudrait faire pour la santé. Ce qu'il faut qu'on ait bien à l'esprit, ça c'est un problème de fond, c'est que le procès de la dépense publique n'est pas un bon procès. Ce qui est un bon procès, ce qui est une bonne interrogation, c'est est-ce que vous, État, région, département, commune ou intercommunalité, vous ne vous marchez pas sur les pieds, vous ne faites pas 2 fois la même chose, et nous avons aujourd'hui, entre l'État et la région, multiples doublons qui pourraient faire des économies et renforcer l'action publique en direction de la recherche, des mobilités ou des transports. Donc concrètement, est-ce que le bilan à ce stade, après 3 années, est positif? Je le pense positif. Mais vous voyez bien que nous sommes ici à Bordeaux. Si vous allez en Limousin, le Limousin a eu une impression de perdre son identité, de perdre sa capitale. Donc, nous avons doublé les aides aux entreprises du Limousin. Et j'y trouve des pépites extraordinaires. Nous avons doublé l'accompagnement de l'agriculture en Limousin, comme en Poitou-Charentes. Mais en même temps, le ressenti n'est peut-être pas le même. Et ce qui se pose à moi aujourd'hui, à nous aujourd'hui, au niveau de l'exécutif de la région, c'est qu'il faut trouver les voies pour que cette identité territoriale, cette légitimité, ce respect à l'égard des territoires,
on le fasse progresser. Est-ce que vous avez l'impression que lorsque l'on habite à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, ou à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, on se sent néo-aquitain, on fait partie de la Nouvelle-Aquitaine? Alors, aujourd'hui, j'ai un gros problème avec les sociétés d'autoroutes qui n'ont pas été fichues de me mettre c'est le cas de Vinci notamment, qui n'ont pas été fichues de me mettre l'entrée de la Nouvelle-Aquitaine. Mais Bayonne, oui. Bressuire... Pour Bressuire ou Guéret, c'est plus difficile Bressuire encore pour l'instant. Guéret, c'est plus difficile. Mais en même temps, nous sommes en train de travailler à une petite révolution en matière d'aménagement du territoire, encore une fois qui fait écho aux Gilets jaunes. Comment nous faisons en sorte, d'une manière nouvelle, pas avec les actions simplement en mettant un petit investissement ici ou un petit investissement là, essayer de faire en sorte que la communauté des Creusois puisse porter des projets. C'est-à-dire, quand on interroge les habitants de la Creuse, mais ce doit être pareil dans beaucoup de départements, ils se disent, nous, on sait bien qu'on est passé à côté de la métropolisation, de plein de développements. Bon, et on sait qu'on ne va pas refaire d'un coup ce schéma, mais on est porteur de créativité de projet. Le problème, c'est qu'on est isolés les uns par rapport aux autres. Donc on va lancer une action nouvelle, ce qu'on fait avec l'INRA, le secteur économique de l'INRA, désisoler les présidents d'associations, les maires, les agriculteurs, etc. Faire en sorte, avec une aide à l'ingénierie, qu'on puisse avoir dans ce département, qui est par ailleurs magnifique, des projets. Je vais d'ailleurs prendre l'initiative de créer en Creuse le premier forum européen du développement rural. Alors vous l'avez évoqué, l'actualité des Gilets jaunes depuis 2 semaines est omniprésente sur le terrain. La couleur de la colère n'est pas le rouge actuellement en France, c'est le jaune. Comprenez-vous les revendications des Gilets jaunes? Oui. D'ailleurs, j'ai un souvenir, lorsque je m'occupais des affaires sociales au département de la Gironde, d'avoir observé cette partie de la population qui, pour des raisons financières, recherchant un cadre de vie, quittait le centre-ville et voulait habiter au Barp, voulait habiter à Marcheprime, parfois subissait un divorce, devait acheter 2 voitures pour retourner travailler à Bordeaux. Et cet éloignement, premier problème. Deuxième problème, départ des services publics. Je veux dire, aujourd'hui même, on va supprimer, par exemple, la trésorerie de Bedouce. Il y a 2 personnes ou 1 personne et demie. Et on va devoir aller à Oloron. Donc bien au-delà du problème des carburants ou du prix des carburants, ce sont des revendications plus larges. Entendu. Oui, le carburant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La France est malade de l'injustice, si je veux résumer ça comme ça. Cette injustice qui consiste à croire que le ruissellement des plus riches vers les plus pauvres, des métropoles vers le territoire rural, est une réalité. Alors ça ne marche pas. Vous parlez d'injustice, je voudrais vous montrer un témoignage. Regardez ce témoignage d'une habitante du Lot-et-Garonne qui évoque justement sa colère face à l'injustice de la situation. On l'écoute. Je voudrais juste savoir comment ça se fait que depuis que je travaille, ça fait 2 ans en CDI, en 3-8, que je galère encore plus que quand j'étais au chômage. Alors vous dites, oui, il y a beaucoup de chômeurs, oui, c'est les travailleurs, mais je vais revenir au chômage, moi. J'en ai marre de travailler pour rien. Vous comprenez? Je suis à moins de 200 €. On mange 1 repas par jour pour que mon fils puisse en manger 3. Vous trouvez ça normal? C'est un commentaire qui vous inspire quelle réaction? Gagner moins d'argent lorsque l'on travaille que lorsque l'on est au chômage? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça en réalité, mais je comprends cette réaction. Vous savez, toute une partie de ma famille, si je vous disais les montants de retraite des membres de ma famille de là où je viens, je veux dire, je comprends ça, je vois ça, je touche ça. C'est bien pour ça qu'il faut que les gouvernements successifs, que ce gouvernement-là, notre président de la République aujourd'hui, comprennent que la notion de premier de cordée n'a pas de sens s'il n'y a pas de bienveillance et de générosité. La notion de ruissellement n'existe pas. Elle ne ruisselle pas, la richesse. Elle reste, parfois on le voit avec l'affaire Ghosn, elle reste à de la cupidité.
Et cette cupidité ne peut provoquer que de la colère. Que de la colère. Avec même des aberrations, on a supprimé l'impôt sur les fortunes, une partie de l'impôt sur la fortune, et en même temps, de cet impôt sur la fortune, parce qu'il y avait une niche fiscale qui allait avec, ça permettait de mettre 1 milliard d'euros en France sur les start-up et les TPE. Derrière ce mouvement des Gilets jaunes, c'est pointer du doigt tout le dysfonctionnement qui existe dans notre société. C'est cette histoire. Vous savez, un jour, vous savez qu'on a créé avec Jean Lacouture et Jean-Noël Jeannel le Festival du film d'histoire. On invite un jour à une conférence inaugurale Michel Rocard. Et Michel Rocard nous présente des tableaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos pays occidentaux, riches, tout va bien, depuis que Mme Thatcher, M. Reagan, l'école économique de Chicago prennent la main sur la pensée économique européenne, mondiale. Eh bien, vous avez 3 courbes. Une courbe de l'explosion du CO2 et des problèmes climatiques. Une courbe de l'inégalité. Peut-être pas avec les pays en voie de développement, mais au moins chez nous. Et une courbe des conflits. Donc il faut qu'aujourd'hui, on prenne conscience de cela. Regardez un problème que je dénonce, soulève depuis longtemps. Nous avons un chômage de masse, d'accord ? Chômage de masse, 8-9%, etc. Et nous avons les entreprises qui ne peuvent pas recruter. C'est ce que j'essayais d'expliquer au président de la République quand il est venu inaugurer le superbe centre d'apprentissage d'Égletons. Une entreprise à côté ne pouvait pas recruter. Et il me disait, mais que les ouvriers de GMS à la souterraine viennent travailler ici. Je répondais, mais attends, 140 km, aller, 140 km autour, vendre la maison péniblement acquise, c'est quelque chose qui est insupportable. Il faut qu'on réfléchisse à un autre système. Et la seule façon, et ça c'est compliqué aujourd'hui parce que tout se mélange, la seule façon d'amener de la justice, c'est la fiscalité. Et ce matin, j'entendais un des économistes phares qui accompagne d'ailleurs Emmanuel Macron dire il faut s'attaquer aux niches fiscales, on a fait des cadeaux à un moment donné pour les placements en capital, il faut qu'aussi il y ait des contreparties. Ces contreparties n'ont pas eu lieu. Nous n'avons pas donné, les gouvernements n'ont pas donné l'impression de justice. Et je crois que la justice est aussi importante que l'égalité. Alors vous avez parlé d'Emmanuel Macron, vous avez entendu Emmanuel Macron cette semaine, mardi, faire des propositions pour essayer de calmer probablement la colère, essayer d'avancer, notamment en termes de transition écologique. Est-ce que ces propositions vous ont paru intéressantes, raisonnables, utiles, convaincantes ? Je crois qu'il a fait un bon discours. Le problème, c'est est-ce qu'il n'arrive pas trop tard ? Trop tard. Vous me disiez tout à l'heure que les lycéens de Bayonne étaient sortis en manifestation pour protester contre Parcoursup. On voit bien qu'aujourd'hui, et il faut qu'on l'entende tous, les uns et les autres, qu'il y a un besoin de justice et de solidarité, qu'il y a un besoin de respect, qu'aujourd'hui la concentration technocratique à laquelle peut-être un peu maladroitement Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont livrés n'est pas la bonne. Concrètement, selon vous, comment est-ce que l'on sort de ce mouvement ? Comment est-ce que l'on éteint cette colère ? Je pense d'abord qu'il faut arrêter de jacobiniser, de centraliser le pays. Nous sommes prêts, nous, collectivités territoriales, en fonction des compétences, à prendre plus de responsabilités, pour peu qu'on ait les moyens. Si je prends le problème de la mobilité, par exemple, qui est quand même essentiel, je disais tout à l'heure, je crois, nous avons, si nous voulons qu'on ait un réseau ferroviaire qui marche bien en Nouvelle-Aquitaine, 3 milliards à investir. D'accord ? Sur ces 3 milliards, il y a la moitié sur ce qu'on appelle les petites lignes. Les petites lignes. Je suis incapable, même si je mets des centaines de millions d'euros, que la région, les 3 régions ont investi plus d'1,4 milliard, nous ne sommes pas réellement patrons des transports, c'est la SNCF qui l'est, et nous n'avons pas réellement les moyens pour engager les travaux, fussent-ils
frugaux sur ces lignes pour faire en sorte qu'entre Limoges, Saint-Thirier, Brive, on n'arrête pas la ligne. Pour qu'entre Limoges et Angoulême, on n'arrête pas la ligne. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous allons faire des travaux urgents entre Libourne et Bergerac et que la région fait l'avance à l'État des travaux de cette ligne? Il y a un côté désespérant dans le constat que vous faites là. Non, parce que je crois qu'il y a des solutions. Prenez le cas de l'arrivée de la LGV à Bordeaux. L'arrivée de la LGV à Bordeaux a enrichi considérablement tous les propriétaires de terrain autour de la gare. Ça s'appelle en droit un enrichissement sans cause. Est-ce qu'on leur a demandé de participer au financement de la gare ou de la LGV? Ce qui se passe au Japon, ce qui se passe dans des pays qui sont plus libéraux, d'une certaine manière, qui sont parfois même en économie de marché ou en société de marché. Donc il y a, oui, des solutions. Et on a proposé à Elisabeth Borne, d'ailleurs, des solutions de financement de la poursuite de la LGV jusqu'à l'Espagne et jusqu'à Toulouse. Alors on a vu cette semaine que justement a été présenté un projet de loi, donc Conseil des ministres, sur la loi d'orientation des mobilités. On voit que le programme Bordeaux vers Toulouse, cette voie est concernée. On ne voit plus apparaître la voie entre Bordeaux et Dax. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète, mais j'ai eu Elisabeth Borne cette semaine, la ministre, qui, là-dessus, a priori, j'ai pas de souci. Cette ligne n'est pas enterrée, selon vous ? Non. Vous savez, j'ai l'habitude, je me suis battu pendant 18 ans pour avoir la ligne Paris-Bordeaux en ligne à grande vitesse. Son succès est incontestable et il est, je le rappelle, ce qui m'était critiqué à l'époque, populaire. Il est populaire. Vous voyez plus de sacs à dos que d'attachés-caisses sur cette ligne. Hein, et tout le monde l'apprend. Tout le monde l'apprend. Aujourd'hui, on a un problème climatique, on a un problème de pollution sur la Nationale 10. Il y a 9000 camions par jour, qui d'ailleurs étranglent Bordeaux, les entrées dans Bordeaux, etc., hein, qui multiplient les phénomènes de saturation des véhicules personnels pour aller à son travail. Si je n'ai pas une autre ligne, je ne pourrai pas faire passer des trains de fret qui vont se substituer à une partie de la route. Et c'est 3-4 000 camions qu'on peut sortir de la route si on a des sillons pour faire passer les trains de fret. Emmanuel Macron a évoqué la transition écologique cette semaine et évoqué notamment son souhait de voir développer les éoliennes et le photovoltaïque, multiplier par 3 les éoliennes et multiplier par 5 le photovoltaïque d'ici 2030. En Aquitaine, actuellement, il n'y a pas d'éoliennes. Il y en a en Poitou-Charentes, il n'y en a pas en Aquitaine. Pourquoi ? Pour une double raison qui sont très objectives, et la région n'a pas de pouvoir réglementaire là-dessus. Hein. Il y a beaucoup plus de vent en Poitou-Charentes, en l'ex-Poitou-Charentes, en Charente ou Charente-Maritime. 2, sur les éoliennes en mer, on est sous contrainte de la défense nationale, puisqu'il y a des essais de force tactique entre la Bretagne et Cazaux. Donc ça veut dire que pour l'Aquitaine, vous n'avez pas un moyen de pression ou de développement ? Il y a des possibilités de développement. Il y a un projet d'éoliennes offshore qui devrait être développé. Vous savez qu'il y a des critiques qui sont faites par certains pêcheurs, mais je pense que les éoliennes en mer pourraient être développées assez facilement. Il y a un débat sur la courontologie sur les socles d'éoliennes, mais en même temps, les socles d'éoliennes peuvent être des récifs à poissons. C'est ce que nous avons fait au large des Landes, en immergeant des récifs qui ont ramené de la vie et des poissons. Emmanuel Macron a également évoqué la situation du nucléaire dans le pays, la réduction de la part du nucléaire dans le pays. Il a évoqué la fermeture d'une centrale, Fessenheim, et éventuellement de certaines unités ensuite. Est-ce que vous considérez que la centrale de Blaye est menacée ? Écoutez, il y a un gros travail sur la sécurisation de la centrale de Blaye. J'ai un vrai souci de sécurité. Nous avons créé une grappe d'entreprises capable d'innover sur la sécurisation de la centrale de Blaye, et ça va s'étendre dans d'autres centrales, ce qui nous amène des emplois, ce qui nous amène d'ailleurs un centre de formation dans le Blayais que Philippe Plisson a initié et que la région a largement, avec l'UIMM, financé.
Donc je n'ai pas d'inquiétude sur la centrale de Blaye. Simplement, en matière d'énergie, il faut se placer à 30 ou 40 ans. Hein. Donc il faut qu'on trouve l'énergie du futur. Je pense que l'énergie du futur, ça sera l'hydrogène. Ça sera l'hydrogène. Il y a des passages intermédiaires. Ces passages intermédiaires, pour ce qui concerne la mobilité, c'est sûrement le GNL, c'est sûrement les gaz issus de la bioactivité. Autre point très important dans la région que vous défendez, c'est la politique de l'eau, politique particulièrement importante. On voit qu'en Lot-et-Garonne, le lac de Caussade pose problème. Il a bénéficié d'une autorisation par le préfet à une certaine époque. Cette autorisation est retirée, mais les travaux continuent pour autant. Que vous inspire cette situation et comment est-ce qu'on avance sur ce dossier? Je pense que si l'on veut déconflictualiser le problème de l'accès à l'eau, qui est un vrai problème, d'abord pour nous tous, on considère que dans 20 ou 30 ans, Toulouse n'aura pas accès à l'eau potable. Toulouse n'aura pas accès à l'eau potable. Et l'ancien président de la communauté urbaine que je suis sait qu'il y a des difficultés d'accès à l'eau potable avec des risques de salinisation de la nappe qui est sous la Garonne. D'accord ? Donc on a ce type de problème. Deuxièmement, il y a bien entendu les usages agricoles, les usages industriels, tous les autres usages. Il faut donc qu'on passe à un autre modèle, non pas qui n'a pas besoin d'eau. Imaginez, vous pouvez avoir une absence de précipitation entre le moment où vous semez votre luzerne et le moment où vous la récoltez. D'accord ? Où vous semez vos légumes, où vous repiquez vos légumes. D'où la nécessité d'avoir des retenues d'eau. D'où la nécessité d'avoir de l'eau quand elle tombe en abondance. Parce que le problème, c'est qu'il va tomber autant d'eau, mais avec des précipitations d'une violence qui peuvent causer des dégâts. Donc il faut repenser l'arrière-pays, comme on dit. Il faut replanter des haies. Il faut refaire les fossés. Mais il faut des retenues d'eau. Et il faut donc que les retenues soient dans le cadre d'un projet de territoire. Moi, je comprends ceux qui sont hostiles à une retenue si c'est pour avoir des produits qui vont se retrouver sur le port de Bayonne ou sans valeur ajoutée sur le port de Bayonne ou sur le port de La Rochelle. Donc ce que nous avons fait, à l'inverse, sur ce qu'on appelle les bassines dans les Deux-Sèvres, c'est de travailler, et vraiment le travail a été fait d'une manière remarquable, pour travailler sur une autre agriculture, sur un contrôle des prélèvements et sur un contrôle de l'usage. C'est-à-dire on ne va pas faire du maïs qui ira sur le port de La Rochelle. On va faire des légumes, on va faire de l'agriculture bio, de l'installation des jeunes agriculteurs et de l'agro et de l'éco-agriculture. Sur le lac de Caussade, à terme, vous défendez ce dossier, il faut que ce dossier avance. Je crois que ce dossier n'est pas un mauvais dossier. L'erreur qui a été faite, c'est de ne pas avoir un projet de territoire. C'est pourtant l'offre que les services de l'État ont proposée au président Bousquet-Cassagne. Et je pense que ce serait assez sain qu'il y ait un document signé, un peu comme dans les Deux-Sèvres, sur le type d'agriculture, la façon avec laquelle l'eau va être utilisée. Moi, j'ai reçu les porteurs du projet de Caussade. Une grande partie, et peut-être la majorité, est utilisée pour l'étiage, pour la défense de l'étiage, donc pour la biodiversité. Donc moi, je n'ai pas une attitude, hostile fondamentalement, mais en même temps, quand on préempte de l'eau, qui que nous soyons, il faut que nous ayons des gages en matière de bonne utilisation. Un dessin pour terminer cette émission, un dessin que j'aimerais que vous puissiez commenter. Il a été réalisé par Michel Ituria, le célèbre dessinateur de Sud-Ouest, mais qui a fait un dessin spécifiquement pour Dimanche en politique en Aquitaine. On va le voir, vous le voyez. J'aimerais que vous puissiez le commenter, ce dessin. Il vous inspire quoi? Alors, j'apprécie que Michel Ituria ait fait un petit signe à ma grange des Pyrénées. Alors évidemment, l'ours et puis les gilets jaunes. Michel Ituria qui sort un livre d'ailleurs sur les dernières nouvelles de l'ours et autres amis à poil, plumes ou écailles, édition Kern. L'ours justement dans les Pyrénées, c'est un dossier que vous défendez, c'est important, les ours dans les Pyrénées? Je crois que, d'abord,
toute biodiversité est importante. Mais le problème des estives dans les Pyrénées, du pastoralisme dans les Pyrénées, ce n'est pas l'ours, c'est le loup. Et à bas bruit avec mes collègues, nous avons commencé à travailler avec toutes les associations d'agriculteurs, que ce soit en Creuse, en Corrèze, et nous allons l'étendre dans les Pyrénées pour travailler sur ce domaine-là. Ce n'est pas 2 ours de plus qui vont poser beaucoup plus de problèmes par rapport aux 2 qui existent. Je comprends. En même temps, nous devons faire société ensemble. On voit bien qu'aujourd'hui, la baisse de la biodiversité, dont nous faisons partie de la biodiversité. Nous ne pouvons pas opposer l'espèce humaine aux autres espèces de biodiversité à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'histoire. Dans ma maison qui est dans les bois de Pessac, je n'ai plus d'hirondelles. J'avais 3 nids d'hirondelles. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Donc mon souci à moi, c'est qu'on donne aux bergers toutes les garanties de défense, qu'on continue d'aider les estives, ce que Bruxelles continue de faire. Nous avons emmené les experts de Bruxelles à 2000 mètres, de telle sorte que nous puissions reconstruire les cabanes. Et espérer le retour des hirondelles. Merci Alain Rousset, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, vous retrouvez Francis Letellier. Excellent après-midi.